43% des Français souffrent d'au moins un trouble du sommeil. Si vous mettez 20 minutes, 30 minutes, 1 heure à vous endormir, si vous vous réveillez en pleine nuit ou si vous souffrez d'insomnie, si vous réussissez à dormir 7 heures, 8 heures, mais que vous vous réveillez en étant fatigué le lendemain, alors peut-être que vous faites partie de ces 43% qui n'arrivent pas à combler ce besoin fondamental de dormir. Vous pouvez tenir environ 3 semaines sans manger, mais le record, entre guillemets, retenu, documenté pour la privation de sommeil, c'est 11 jours. Et au-delà, les hallucinations sont partout. Vous devenez presque fou, bref, c'est infernal. Ça vous montre que le sommeil est l'un de nos piliers. Nous vous le disions déjà sur le podcast en février 2024, dans notre épisode Le sommeil est un trésor. Vous ne pouvez pas tenir sur le long terme sans un sommeil réparateur, sans un sommeil de qualité. Et malheureusement, si vous faites partie de ces 43%, alors vous n'êtes peut-être pas complètement reposé. Alors comment on fait? Comment on fait pour remettre le sommeil au cœur de nos priorités? Comment on fait pour le prendre au sérieux? Comment on fait pour réapprendre à dormir? Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Book Club 154. Inspiration. 43% de Français qui souffrent d'au moins un trouble du sommeil, c'est énorme. Pour vous donner une idée, ça veut dire que si vous croisez ne serait-ce que 5 personnes aujourd'hui, il y en a au moins 2 sur ces 5 qui ont des problèmes de sommeil. C'est gigantesque. Le problème, c'est que dans la société actuelle, et ça a été particulièrement le cas depuis, allez, estimation à la louche, les années 80-90, avec l'émergence de la culture de l'entrepreneuriat, l'émergence des écrans ensuite, le sommeil est surtout vu comme quelque chose qui nous fait chier. C'est vu comme une contrainte, c'est vu comme une corvée, comme une rupture dans la liste de toutes les choses super urgentes qu'on a à faire. Après tout, l'expression le dit bien, on dormira quand on sera mort. Mais lorsque vous posez aux gens une question très simple, si vous aviez 1 heure de plus dans votre journée, qu'est-ce que vous en feriez? Une écrasante majorité répond dormir. Dormir. Pas voyager, pas créer, etc. Dormir. Parce que les gens sont épuisés et ils ont conscience de l'être. Ce constat, c'est le constat qui est dressé par Fabien Olicard. Et c'est pour ça qu'il a sorti son livre Bien dormir, c'est possible, même pour vous. Pour comprendre à quel point le sommeil est un essentiel absolu, il faut comprendre à quoi il sert. Le but du sommeil, c'est de littéralement nettoyer votre cerveau. Le cerveau, il a son propre mode de nettoyage automatique qui va évacuer tous les déchets toxiques qui sont produits au cours de la journée. Ces déchets, ils doivent absolument être éliminés parce qu'ils sont associés à un certain nombre de maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Le cerveau, il est nettoyé grâce au système glymphatique, qui est l'équivalent de votre système lymphatique pour assurer la performance de notre cerveau, et ce système, il est à son maximum d'efficacité pendant votre sommeil profond. Juste pour ça, dormir, c'est crucial. Et le manque de sommeil va directement altérer votre cerveau, mais en plus de ça, si vous manquez de sommeil, si votre cerveau est pollué, ça va directement affecter un certain nombre de choses. Votre mémoire, votre créativité, ça va affecter votre prise de décision et vos jugements. Vos relations sociales aussi vont être affectées parce que vous allez être perçu comme moins engageant. Votre système immunitaire bien sûr, et même votre poids, parce que ça va affecter la production des hormones qui sont responsables de la faim. En bref, ne pas dormir, c'est catastrophique. Mais avant de vous parler de solutions, de trouver des solutions, il faut vraiment comprendre de quoi on parle, quel type de sommeil on a et quel genre de dormeur on est. Et c'est pour ça que dans l'introduction de son livre, Fabien Olicard il propose un test d'une dizaine de questions pour pouvoir vous orienter. À l'issue de ce questionnaire-là, vous allez savoir quels sont vos points forts, vos points faibles, quel est votre chronotype, si on veut parler du côté scientifique. Et ce que j'ai trouvé particulièrement astucieux, c'est le fait, sur la base des résultats, de suggérer la lecture un peu plus concentrée, un peu plus approfondie de certains chapitres du livre, selon les résultats que vous obtenez. Cette fois, ça y est, vous êtes paré pour la lecture de la première partie du livre, qui sont les grands fondamentaux, avec évidemment le volet scientifique qu'il y a derrière. Dans cette première partie, on trouve les explications sur le système glymphatique, que je vous ai donné un peu plus haut, la grande valeur du sommeil pour gérer l'efficience du centre de contrôle qu'est votre cerveau. Dans la continuité, on a une présentation de ce qu'on appelle l'architecture du sommeil. Parce que le sommeil, c'est pas uniforme tout au long de la nuit, il y a plusieurs phases qui se répètent pour former des cycles, les fameux cycles du sommeil, avec une durée en moyenne de 90 minutes. Et c'est la répétition de ces cycles qui va former votre nuit complète.
Il y a donc une explication de tout ça avec la phase d'endormissement, qui est la phase de sommeil la plus légère et cours de laquelle le moindre bruit peut nous réveiller, la phase de sommeil léger, qui va composer généralement 45 à 50% de votre sommeil, et qui va jouer un rôle essentiel dans le tri des infos qu'on va retenir ou pas, donc un rôle essentiel sur la mémorisation. Vous avez le sommeil profond, qui est un peu le graal absolu parce que c'est le plus reposant, autant physiquement que mentalement. Généralement, c'est 15 à 25% de votre nuit et ça permet de renforcer aussi votre système immunitaire et ça consolide surtout votre mémoire en profondeur. On a enfin le sommeil paradoxal. Cette phase de sommeil, on l'appelle aussi le sommeil REM pour Rapid Eye Movement, ou en français on dirait MOR pour mouvement oculaire rapide. On l'appelle sommeil paradoxal parce que c'est la phase du sommeil où votre cerveau il est très actif, presque autant que lorsqu'il est réveillé. Et c'est durant cette phase-là que vous allez particulièrement rêver. Donc ça a un rôle important pour la créativité, la régulation des émotions et toujours la mémoire. À la suite de cette présentation de l'architecture du sommeil, on est introduit avec un facteur assez primordial de la qualité du sommeil. Et je dis la qualité du sommeil parce que vous pouvez dormir 10 heures. Mais si votre sommeil il n'est pas de bonne qualité, vous serez quand même fatigué quand vous allez vous réveiller le matin. Autrement dit, la qualité du sommeil que vous avez reste particulièrement importante relativement à la quantité de sommeil. Bon, et ce facteur qui va directement affecter la qualité de votre sommeil, c'est la régularité. Alors, la régularité, ça veut dire se lever tous les jours à la même heure et se coucher tous les jours à la même heure. Tous les jours. Week-end inclus. Et je sais que c'est pas facile. Moi le premier parce que j'adore dormir le week-end, croyez-moi, mais ça n'est pas optimal. Pourquoi la régularité, c'est un facteur clé? Parce que votre horloge interne, elle en est dépendante à travers les cycles qu'on appelle les cycles circadiens. Je vous explique très simplement. Quand vous vous réveillez le matin, votre cerveau, il se rend compte que c'est le jour grâce à un capteur. Le capteur, c'est évidemment les yeux. Ça, c'est possible parce que vos yeux, ils vont voir de la lumière vive, et ils vont être capables de l'interpréter comme le début de journée, le début du cycle. Vous vous levez, vos yeux captent la lumière, et il y a un chrono dans votre cerveau qui se met en route. À la fin du chrono, donc en fin de journée normalement, votre cerveau, il envoie une info. C'est l'heure d'aller dormir, c'est l'heure d'aller récupérer. Et il y a une cascade de signaux qui vont être déclenchés. On bâille, on est plus lent, on a du mal à garder les yeux ouverts, et en parallèle, la mélatonine commence à faire son effet pour essayer de vous endormir. Et évidemment, on recommence le lendemain quand le cycle circadien redémarre pour une nouvelle journée. Alors pourquoi la régularité est hyper importante? Tout simplement parce que votre rythme circadien, votre horloge biologique, il va y avoir très peu de variations. Et chaque fois que vous êtes en décalage, vous demandez un effort supplémentaire à votre corps de réadaptation de toute cette machinerie interne pour pouvoir fonctionner de nouveau normalement. Et en attendant, vous récupérez très mal. Et là, Fabien Olicard, il prend une métaphore que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est celle du décalage horaire. Pour ceux qui font du voyage, il y a la gestion du jet lag. Et c'est assez marrant, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dans des pays où il y a 2 heures, allez 3 heures éventuellement de décalage, et qui vont tout faire pour le gérer, pour se réadapter, pour se mettre à l'heure locale, etc., etc. Sauf que, en fait, lorsqu'on fait une grasse matinée, c'est un peu ce qu'on fait. On inflige à notre corps un décalage qui est équivalent et parfois même plus important, un décalage que on ne laisserait jamais passer en voyage et pourtant on le fait le week-end avec la grasse matinée, en forçant le corps à tout recaler correctement. Et ça, croyez-moi, ça me fait du mal de le dire, croyez-le bien, mais vous savez ce que ça implique. Ça veut dire que la grasse matinée, il faut la limiter autant que possible pour préserver la régularité des horaires de sommeil et donc la qualité de votre sommeil. On peut avoir généralement une tolérance de 30 minutes, parfois ça va jusqu'à 1 heure, mais globalement il faut essayer de conserver les mêmes horaires tout au long de votre semaine, à peu près 7 jours sur 7. Coup dur. Vraiment coup dur, en vrai c'est super dur parce qu'il y a un coût. Il peut y avoir un coût notamment social avec vos proches qui vont vous demander pourquoi vous rentrez plus tôt, pourquoi vous préférez reporter à un autre moment dans un autre contexte une occasion de se voir, mais pour la régularité de votre sommeil, c'est ultra important. Parce que par extension, c'est votre santé dont il est question. Alors attention, je vous dis pas non plus que vous devez couper tous les contacts du tout, mais dans la mesure du possible, il va falloir essayer d'adapter pour se voir peut-être un peu plus tôt, et surtout avec l'idée que même si le but c'est d'avoir un maximum de nuits de qualité, il peut arriver parfois ponctuellement que ce ne soit pas le cas. Je ne vous encourage pas pour autant à veiller bien entendu, mais il y a un équilibre à trouver et la balance elle est largement, très largement favorable dans le cas de la régularité des horaires de sommeil.
Si vous avez déjà 90% de vos nuits qui sont propres, vous êtes gagnant. Une mauvaise nuit, en termes de ressenti ou de termes de qualité, ça arrive à tout le monde, mais le but c'est quand même de ne pas dérégler le système et de reprendre des mauvaises habitudes qui vous coûteront plus cher sur le long terme, à la fois en termes de santé, à la fois en termes d'apparence, de beauté, en termes d'humeur, en termes de capacité cognitive et in fine finalement en termes de relations sociales. Ce qui fait le lien avec le dernier élément de cette partie pour les capacités cognitives, c'est la question de la mémoire et de l'importance que le sommeil a pour la mémoire. Je ne vais pas particulièrement approfondir sur ce volet-là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et je vais passer à la partie 2 que j'ai trouvée très intéressante, car c'est un diagnostic de la société, de son fonctionnement et de sa relation au sommeil. Ce qui est assez frappant avec le sommeil, les troubles du sommeil et le manque de sommeil, c'est qu'on n'a pas de grande communication sur le sujet, de grande sensibilisation. Et pourtant, Fabien Olicard considère que c'est pas juste un problème de santé comme les autres, c'est le problème de santé publique du XXIe siècle. Et je dois dire que je partage plutôt cette analyse. Quand vous avez un besoin aussi fondamental, je vous l'ai dit en intro, qui n'est pas comblé, vous ne pouvez pas aller bien. Vous ne pouvez pas être en bonne santé. Les effets ne se font pas nécessairement ressentir tout de suite, mais pourtant, dès la première nuit, ça affecte vos capacités cognitives et votre forme physique. Donc imaginez si vous êtes en dette de sommeil chronique, les effets vont être considérables. Vu comme ça, c'est très surprenant qu'il n'y ait pas de sensibilisation beaucoup plus forte qui soit faite sur le sujet et qu'il y ait toujours cette culture de si je dors pas beaucoup, alors je suis plus fort, ça montre que je suis résistant, etc., etc. Parce que c'est un truc qui est quand même relativement omniprésent et qui devrait quand même nous déranger. Si je vous prends un autre besoin fondamental comme manger ou boire de l'eau, dans aucun de ces deux cas, vous auriez une glorification du fait d'être un surhomme parce que vous décidez volontairement de ne pas boire et de ne pas manger pendant des jours. Ça n'a pas de sens. On percute immédiatement sur les risques, les conséquences qu'aurait ce type de comportement. Ça devrait être la même chose pour le sommeil. Et pour s'en rendre compte, très concrètement, à la fin de cette partie, on nous cite un chiffre. 31,5 milliards d'euros. C'est le coût estimé en France engendré par la perte de productivité économique qui serait liée aux insomnies. C'est énorme, et en comparaison, Fabien Licard il nous donne le chiffre de 40 milliards, qui était le plan d'économie que souhaitait faire l'un des derniers gouvernements au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, vous imaginez, juste si on avait des gens qui dormaient suffisamment, et surtout qui dormaient de qualité, la perte qui pourrait être potentiellement évitée, du moins une amélioration vers laquelle on pourrait tendre. Et par ailleurs, quand vous avez quasiment une personne sur deux qui ne dort pas bien, et donc dont le cerveau est affecté directement, vous vous privez en tant que société de potentielles innovations, de potentiels grands esprits. C'est assez simple en vrai. Comment voulez-vous qu'une société qui est intellectuellement malade, une société qui ne prend pas soin de son cerveau, de soi, soit une société qui invente? De nouveau, le constat il est absolument catastrophique, et ça pose une question. Qui sont les coupables? Qui sont les coupables? Je vais vous faire un récap très rapide des principaux facteurs sur lesquels vous pouvez avoir un effet directement. Premier facteur, c'est l'alimentation. Dans l'alimentation, on va parler de plusieurs choses. Évidemment, on va parler de caféine. Pour la caféine, sachez déjà qu'il n'y en a pas que dans le café. Vous en avez dans des quantités différentes évidemment, vous en avez dans le thé, vous en avez dans le chocolat, etc. Et dans ce cas, vous pouvez appliquer une règle très simple. Pas de café après, disons, 16 heures. Parce que le café, il a une certaine durée de vie dans votre corps et grosso modo, il faut vous dire qu'en buvant un café à 16 heures, vous avez encore la moitié de quantité de caféine dans votre corps à 22 heures. Donc pour le café en particulier, le max du max du max, 16 heures. Ensuite, l'alcool. Alors l'alcool, c'est un grand sujet, mais l'alcool, c'est le pire poison que vous pouvez imaginer pour votre corps. Oui, mais je bois juste un verre de temps en temps. Oui, mais c'est bon. Oui, mais il y a un aspect culturel. Oui, mais il y a un aspect social. Je me vois pas boire si mes potes ne boivent pas, etc., etc. Je sais bien, je sais, mais ça ne change absolument rien à ce que je dis. Que vous en buviez une fois par semaine un petit verre de vin, que vous buviez une bière tous les 2 jours, que vous buviez une fois par mois, l'alcool est un poison dès la première goutte que vous ingérez. Vous pouvez fêter des occasions, bien sûr, mais il faut que vous sachiez ce que ça implique. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce que ça détruit dans votre organisme, je me concentre uniquement ici sur le volet sommeil, mais il se trouve que l'alcool a un effet sédatif. Ce qui veut dire que, après avoir bu, vous serez persuadé d'avoir bien dormi. En fait, vous allez avoir un effet anesthésiant. Et en vérité, ça affecte
l'architecture de votre sommeil dont je parlais tout à l'heure, et en particulier certaines phases. Et toute une partie de la nuit va être finalement dédiée à éliminer les molécules de poison que vous avez bu plutôt qu'à vous faire récupérer normalement. Donc pour l'alcool, la règle est très simple, le moins souvent possible, et dans le meilleur des cas, jamais. Troisième élément sur l'alimentation, un peu plus large, la digestion. Alors non, je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter de manger, ça veut juste dire que la digestion, c'est un processus qui va demander à votre corps un effort, et en faisant cet effort de digestion, en fait, la température de votre corps va monter. Or, il y a un point qui est vraiment très important pour vous endormir, c'est la température de votre corps, qui doit baisser très légèrement. Vous le savez d'ailleurs parce que quand vous faites un gros repas le soir, un truc bien lourd comme on aime, etc., ou alors que vous allez manger plus tard dans la soirée, généralement vous avez un peu plus de mal à vous endormir et pendant la nuit vous avez beaucoup plus chaud. Tout ça, c'est à cause de la digestion. Donc de nouveau, la règle elle est super simple, hein. Dans la mesure du possible, le repas du soir on essaye de le faire pas trop lourd, pas trop lourd, et surtout on essaye de le faire jusque, allez, 3 heures, max 2 heures avant d'aller dormir pour laisser au corps le temps de lancer la digestion et pas qu'il y ait conflit entre ces deux processus. Toujours dans la grande partie 2, le deuxième grand coupable qui détruit votre sommeil, vous le connaissez tous, et il faut absolument qu'on en parle, ce sont les écrans. Les écrans, pour résumer, c'est un peu comme un vampire démoniaque qui vient inspirer toute la force vive de votre âme et tous les bénéfices de votre sommeil. Et je parle pas de répondre à quelques messages et basta. Je parle littéralement du défilement intempestif qui dure des dizaines de minutes sur les réseaux sociaux. Je parle de regarder des vidéos pendant des heures. Les écrans, par la lumière très vive et surtout bleue qu'ils vous renvoient, ils viennent perturber votre horloge interne dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils viennent agir comme un signal qui vous demande de rester éveillé, ce qui va perturber la production de mélatonine. Alors vous continuez de scroller pendant des heures et vous finissez par être fatigué, vous vous endormez épuisé, tout simplement parce que les premiers signaux, vous les avez ignorés. Et d'ailleurs, les plateformes de streaming, elles savent parfaitement jouer là-dessus, elles le font exprès. En 2017, le compte officiel de Netflix a publié un tweet, la phrase suivante: Notre pire ennemi, c'est le sommeil. Alors désolé, je sais pas vous, mais moi, si ça, c'est pas une phrase de vampire démoniaque, franchement, je sais pas ce que c'est. C'est une déclaration de guerre à l'encontre d'un besoin fondamental pour votre santé. Bon, je vais pas vous parler pendant des heures des effets néfastes des écrans, on vous a fait déjà plusieurs épisodes avec Gaëtan où on évoque ces sujets et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Moi, je préfère vous partager des astuces pour essayer de limiter les dégâts. Parce que le but, c'est pas de culpabiliser l'usage des écrans, à nouveau, on vous l'a déjà dit plein de fois, c'est de rationaliser et d'en avoir une consommation qui soit la plus responsable, la plus intelligente possible. Et par extension, dans ce cas-là, la moins nocive pour votre sommeil. Là, je dois vous parler de ce que Fabien Olicard présente comme étant le protocole Digital Sunset. Digital Sunset voulant dire coucher de soleil digital. C'est hyper simple sur le principe, ça se fait en 3 grandes étapes. La première étape, 3 heures avant d'aller dormir, vous allez passer en éclairage nocturne sur vos écrans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une espèce de filtre de lumière chaude qui donne des couleurs beaucoup plus orangées et qui diminue finalement l'effet de la lumière bleue. C'est paramétrable sur tous vos téléphones, sur tous vos ordinateurs, et si jamais vous ne le trouvez pas ou ça ne fonctionne pas, il y a des applications gratuites qui existent et qui peuvent le faire. À titre personnel, moi c'est activé sur tous mes écrans, peu importe l'heure de la journée. La deuxième étape, c'est 2 heures avant d'aller dormir. Maintenant qu'on a enlevé le max de lumière bleue, le but c'est tout simplement de régler la luminosité de vos écrans la plus basse possible. C'est un peu un crépuscule. Vous créez la transition, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre le jour et la nuit. Et si vous êtes dans vos salons ou que vous regardez la télévision, ce genre de choses, vous allez baisser la lumière pour aller préférer des lumières plutôt chaudes et plutôt tamisées. La dernière étape, 1 heure avant d'aller dormir, là vous le savez déjà, on limite les écrans au maximum du possible. Le but c'est d'installer une routine sans écran, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est relativement simple, parce que vous allez préparer votre journée du lendemain, vous vous brossez les dents, vous faites votre skincare, vos machins, et enfin, vous pouvez faire une activité, comme par exemple, au hasard, lire un petit peu, toujours avec une lumière douce. Ça fait baisser le stress de 68% en 6 minutes de lecture, la transition elle est idéale pour aller vers une nuit de qualité. Bon, ce protocole, moi, je le trouve vraiment pas mal. Après, sur le papier, je sais que c'est simple, c'est parfait, mais dans la pratique, ça peut être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais dans ce cas-là, vous pouvez essayer de jouer le jeu en vous fixant une limite de temps pour vos écrans et essayer de terminer, évidemment, avec quelques pages de lecture. Ce sera déjà très bien. J'avance sur la suite. Le troisième grand facteur de cette partie 2, c'est le travail. Je vais aller de nouveau assez vite là-dessus.
mais on évoque la question du télétravail qui a réduit, voire quasi anéanti la frontière entre le temps personnel et le temps professionnel. À titre d'exemple, travailler dans votre lit, et c'est la pire idée possible parce que votre cerveau, il va associer le lit comme étant un lieu où il doit réfléchir et non plus se reposer. Donc ça va vous faire galérer à vous endormir. Et bien sûr, il y a le fameux non mais je check juste un truc rapide. Ça, c'est les pires trucs. C'est une catastrophe parce que vous êtes toujours en mode travail. Alors même si ça vous demande pas beaucoup, il y a un coût cognitif important et vous êtes en vigilance permanente, même quand vous devriez être en temps personnel et en temps de repos. Idem, votre cerveau il va plus réussir à faire le distinguo entre les deux et vous allez plus avoir de frontières vraiment fixes et compréhensibles pour lui. Ce comportement il est à proscrire. Donc soit vous êtes en train de travailler, soit vous ne l'êtes pas. Mais il faut absolument arrêter l'ambiguïté du entre-deux. Stop, on arrête ça. On termine cette grande liste des facteurs coupables pour le sommeil avec la société, entre guillemets, avec le stress permanent qu'elle impose, avec l'hypervigilance que ça crée, et tout ça, encore une fois, ça vient affecter la possibilité de se détendre, de se vider l'esprit, de se reposer. Pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus, on conclut cette grande partie avec une idée que j'ai beaucoup appréciée, c'est une sorte de manifeste qui remet le sommeil au cœur des préoccupations et qui reprend bien évidemment les propositions qui sont présentées dans cette partie-là. Maintenant, comment on fait? Elles sont où les astuces? Elles sont où les solutions? Je sais que vous les attendez. Eh bien, c'est l'objet de la grande partie 3 du bouquin. Si vous avez bien écouté tout ce que je vous raconte depuis le départ, en réalité, des solutions et des bonnes habitudes pour reprendre un sommeil de qualité, je vous en ai déjà cité pas mal. L'exposition à la lumière le matin, la régularité des horaires, la gestion de la prise de caféine et de l'alimentation en fin de journée, les écrans, critères majeurs, et la relation au travail. Si vous êtes déjà capable de gérer tout ça, vous allez faire de vrais progrès. Maintenant, il y a aussi une solution qui est évidente mais souvent négligée, c'est la sacralisation de votre environnement. Je reviens pas sur les écrans, même si vous avez compris qu'idéalement vous devriez les éloigner le plus possible de votre lit, mais concernant l'environnement, il y a plusieurs autres composantes qui sont à prendre en jeu. Votre horloge interne, elle est réglée par la lumière. Donc, on fait tout pour être dans la pièce la plus sombre possible, avec des volets fermés si vous en avez, des rideaux occultants sinon, voire même un masque de nuit s'il y a besoin. Deuxième élément à régler, c'est la température de la pièce. Vous ne vous endormirez pas si votre corps ne baisse pas en température. C'est pour ça d'ailleurs qu'en été, vous avez beaucoup plus de mal à vous endormir qu'en hiver. Donc il faut dormir dans un environnement qui soit relativement frais. À vous d'ajuster la température de la pièce, en aérant, en vous couvrant ou vous découvrant si besoin, en laissant dépasser vos pieds s'il fait chaud ou au contraire avec une petite douche tiède avant s'il fait trop froid, etc. etc. Troisième chose, le bruit. Surtout qu'en première partie de nuit, en sommeil léger, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes facilement réveillable. Donc on essaye de préserver le plus possible son sommeil du bruit, et s'il y a besoin d'avoir des bouchons d'oreille parce qu'un partenaire ronfle, eh bien on met des bouchons d'oreille. Et s'il faut aller jusqu'à changer de pièce, on change de pièce. Bref, on fait en sorte d'être le plus au calme possible et on préserve ce calme de façon absolue. Lumière, température, bruit. Déjà, si vous avez ces trois facteurs-là sous votre contrôle, vous avez un environnement qui est propice à faciliter l'endormissement et donc à faciliter le repos et faciliter le sommeil de qualité. Dans la boîte à outils qui est présentée, on a d'autres éléments. On compte les exercices de respiration. Évidemment, il y a la méthode 4-7-8, la méthode de la cohérence cardiaque, la méthode de la respiration carrée, ce genre de choses. On a des méthodes de relaxation musculaire, parce que le but c'est évidemment de relâcher le corps et d'être le moins en état d'alerte avec un système nerveux sympathique très actif, mais passer plutôt en mode parasympathique. Je vous épargne les détails, mais en tout cas, vous devez être très relâché musculairement parlant. Mais au-delà de ça, il existe des solutions qui sont un petit peu plus poussées, et j'ai envie de m'attarder sur deux d'entre elles qui pourraient vous être très utiles. Première solution, la TCCI. La TCCI, c'est la thérapie cognitivo-comportementale contre les insomnies. Alors je sais que c'est un terme un peu barbare, mais concrètement c'est une méthode qui agit sur les causes profondes de l'insomnie, c'est un peu une rééducation du sommeil. Donc concrètement, comment on fait? Première chose, il faut comprendre et observer votre sommeil. Pour faire ça, très simple, vous allez tenir un cahier du sommeil. Chaque matin, vous allez noter l'heure du coucher, les réveils que vous avez eus pendant la nuit, la qualité de sommeil ressentie, l'humeur. Le but, c'est de vous confronter à ce que vaut vraiment votre sommeil et comprendre que votre cerveau, en fait, n'associe plus le lit, le fait de rester dans le lit,
au sommeil. Deuxième étape, la restriction du sommeil. C'est ultra contre-intuitif. Mais comme votre cerveau, il a associé le lit à l'angoisse, au fait de ne pas s'endormir, au fait de galérer, il faut le réhabituer au fait que sommeil égale lit. Et pour ça, vous allez diminuer le temps que vous passez au lit aux heures strictement dormies. Je m'explique. Si vous dormez 5 heures sur une nuit, alors que vous vous êtes couché depuis déjà 3 heures, ça veut dire que vous allez décaler votre heure de coucher, tout en conservant, c'est hyper important, votre heure de lever habituelle. Le but, c'est de créer une forme de pression sur le cerveau et de recréer un véritable besoin de sommeil. Ça va permettre, sur les heures dormies, de retrouver un sommeil profond et plus continu. Et en parallèle, bien sûr, vous allez réserver le lit exclusivement au sommeil ou à l'intimité du couple, mais pour refaire la bonne association dans le cerveau. La troisième étape, c'est de modifier son cadre de pensée. Vous allez reformuler. Plutôt que se dire «Oh, je vais encore passer une nuit de merde», on se reprogramme mentalement en se disant «Je sais dormir, j'ai envie de dormir, j'ai hâte de dormir». Ce sont des exemples, mais vous avez compris l'idée. Et progressivement, avec ces 3 éléments-là, comprendre son sommeil, le fait d'avoir une restriction du sommeil, puis recadrer son mental sur le sujet, le corps, il va retrouver progressivement le goût du sommeil. Et avec ce paradoxe de la restriction de sommeil au préalable, forcément, vous allez avoir une fatigue au départ, mais ça va venir et vous amener au fur et à mesure à vous coucher plus tôt, justement pour récupérer. Et vous allez retrouver ainsi une véritable architecture du sommeil. Bon, normalement, tout ça, on le fait avec un thérapeute spécialisé dans le sommeil, etc., mais c'est pas forcément facile d'accès. Par contre, la TCCI, c'est vraiment une méthode qui marche. C'est une méthode sur laquelle vous pouvez vous renseigner et dont vous pouvez vous inspirer. Je vous ai donné les grandes étapes et qui est en plus, normalement, recommandée en première attention avant la prise de quelconque médicament, de quelconque somnifère. Donc, n'hésitez pas à investiguer sur le sujet, en rappelant que je ne suis pas médecin de toute façon, mais renseignez-vous si ça peut être un avantage pour vous. Et d'ailleurs, si par exemple vous n'êtes pas complètement insomniaque, mais que vous avez juste du mal à vous endormir au départ sans forcément avoir de réveil, une chose que vous pouvez garder de cette méthode, c'est de réduire le temps que vous passez au lit à votre temps moyen de sommeil. C'est-à-dire que plutôt de passer 20 minutes ou 1 heure dans votre lit avant de somnoler parce que vous n'arrivez pas à vous endormir, vous vous levez. Vous vous levez, levez-vous, faites une activité calme, sous une lumière qui est plutôt tamisée, au hasard, de nouveau la lecture et surtout pas d'écran, et ensuite vous retournez vous coucher au premier signe d'endormissement, au premier bâillement, etc., etc. Ça évitera que votre cerveau associe ou réassocie le fait d'aller se coucher au fait de galérer à s'endormir. La deuxième grande solution dont je veux vous parler, c'est pour tous ceux qui ont plein de pensées parasites qui tournent en boucle dans la tête. C'est pour tous ceux qui ont l'esprit qui chauffe un peu. Écoutez bien, c'est ce qu'on appelle le shuffle cognitif. Le but ici, ça va être d'occuper votre esprit suffisamment pour éviter de ruminer, mais en même temps pas suffisamment pour qu'il reste éveillé. Vous allez prendre un mot au hasard. Moi ici, je vais prendre le mot livre pour vous donner un exemple. Et vous allez commencer à trouver des mots qui commencent par chaque lettre du mot que vous avez choisi. Livre, ça commence par la lettre L. Donc vous prenez la lettre L et vous allez penser, par exemple, à un lion. Vous vous l'imaginez en train de rugir. Ensuite, vous allez passer à un autre mot. Par exemple, à un lit. Et ensuite, vous pensez à autre chose. Et en fait, si ça n'est plus spontané, vous passez à la lettre suivante dans votre mot de départ. La deuxième lettre du mot livre, c'est I. Alors là, vous pouvez imaginer par exemple un immeuble, votre immeuble. Vous allez y penser pendant quelques secondes, et ensuite vous allez passer à un autre mot qui commence par I. Et si c'est plus spontané, vous passez à la lettre suivante dans votre mot de départ. Pour le mot livre, c'est la lettre V. V, vous allez penser par exemple pendant quelques secondes à un vélo, ensuite à autre chose. Si c'est plus spontané, la lettre suivante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et normalement, très rapidement, vous allez vous mettre à somnoler puis à aller vers le sommeil. Attention par contre, il faut surtout pas que les mots que vous choisissez aient un rapport entre eux. Le but, c'est pas de créer une continuité, parce que ça vous entraînerait dans une forme d'histoire, dans une forme de narration, et vous relanceriez la machine cognitive et donc les pensées. Le but ici, c'est pas d'être précis, c'est de laisser vagabonder le cerveau aux premières idées qui viennent. Il y a une autre version qui est un peu plus intuitive et peut-être un peu plus simple à comprendre, c'est encore du shuffle cognitif. Vous allez compter à rebours de 3 en 3 en partant de 300. Donc ça va faire 300, moins 3, 297, moins 3, 294,
291. Ça paraît chiant, je sais, et ça l'est. Parce que le but, c'est justement d'occuper l'esprit sans trop se prendre la tête. De nouveau, si vous n'êtes pas complètement précis, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être dans le calcul, mais c'est juste que ce soit instinctif. Donc si vous vous perdez, tant mieux, ça veut dire que vous êtes en train un peu de divaguer, ça veut dire que vous êtes en train de partir pour le pays des rêves. Une technique que vous devez absolument essayer selon Fabien Olicard, c'est celle du shuffle cognitif. C'est immédiat, ça demande pas de réflexion, ça demande aucune préparation, en bref, c'est hyper facile. Donc essayez cette technique, et quand je dis essayer, vraiment il ne faut pas hésiter à le faire sur plusieurs soirs de suite, pendant une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Parce qu'évidemment, il se peut que ça ne fonctionne pas une première fois, et voilà. Mais il faut la tester pendant quelques semaines pour se rendre compte de ce que ça vaut vraiment. Testez-les ces techniques et vous m'en direz des nouvelles. J'enchaîne à présent sur les 2 dernières parties du bouquin. La grande partie 4, elle est un peu fourre-tout, avec des approches qui sont un peu spécifiques ou des approches innovantes. On va y retrouver des éléments sur le sommeil des ados, le sommeil des femmes, celui des travailleurs de nuit et celui des seniors. On va avoir des informations sur les gadgets de tracking du sommeil et enfin on va avoir des éléments sur les rêves lucides. La dernière partie, qui est la partie 5, je l'ai trouvée assez originale et plutôt sympa pour le coup, parce que durant quelques pages, vous avez en fait un programme sur 30 jours pour reprendre en main votre sommeil. Ça découpe ces 30 jours en plusieurs phases qui agrègent tout ce qui a été dit dans le présent livre et donc une bonne partie de ce que je vous ai présenté dans ce podcast. La première semaine, c'est comprendre votre sommeil. Donc, le choix d'une heure de coucher fixe et l'utilisation d'un cahier de sommeil pour en noter la qualité, les éléments de réveil, d'humeur, etc. La deuxième semaine, c'est l'installation du rituel avec la mise en place des bonnes pratiques. 3 heures avant de dormir, pas de repas lourd. 2 heures avant, aucun travail. 1 heure avant, aucun écran. Et avec tout ça, vous allez rajouter une astuce que vous choisissez d'implémenter, par exemple une méthode de relaxation, une méthode de respiration ou autre. La troisième semaine, c'est l'optimisation de votre environnement. Ça, je vous en ai déjà parlé, donc vous allez jouer sur les facteurs lumière, sur les facteurs température, sur les facteurs bruit. La quatrième semaine, c'est l'ajustement des différents paramètres en fonction de comment votre sommeil a évolué, et c'est l'introduction d'une éventuelle nouvelle technique de relaxation, de respiration, voire autres petits gadgets, pour aller encore plus loin. En 4 semaines, vous avez donc un programme pour reprendre en main votre sommeil et mettre en œuvre très concrètement les différentes techniques qui sont proposées. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée de compiler finalement les enseignements du livre en ce petit programme, parce que ça permet une mise en œuvre effective de l'ensemble. J'ai encore quelques éléments à vous donner pour bien prendre le livre en main, notamment quelques points négatifs. Le premier élément, ça concerne l'écriture. Si vous vous souvenez de mon épisode sur votre attention et votre super pouvoir, mais il est en train d'être détruit, toujours sur un livre de Fabien Olicard, je vous parlais de son écriture, en vous disant que le bouquin il avait été pensé pour les personnes qui auraient du mal à lire, qui auraient des problèmes d'attention ou de concentration. Dans ce livre-là, on retrouve le même mode d'écriture. Et donc ça veut dire une langue très orale, ça veut dire un certain nombre d'encadrés, ça veut dire des anecdotes, ça veut dire beaucoup de parenthèses, parfois même trop à mon goût parce que c'est presque lourd, beaucoup de digressions, beaucoup de blagues, des phrases qui sont mises en gras pour des passages en valeur, etc., etc. Et on a aussi un engagement sur la structure, c'est-à-dire que la première partie, on en aura pour 45 minutes, montre en main, Fabien Olicard s'y engage. Le temps finalement d'avoir tous les fondamentaux et de capter l'attention. Et ça me permet de faire le lien avec ce que j'ai trouvé être un point négatif à titre personnel, mais qui peut être une stratégie d'attention qui n'enlève rien au fond du livre, c'est que il y a parfois, je trouve, des répétitions entre les sections. Et en fait, je me suis dit que c'était un peu comme les séries Netflix, maintenant où on est obligé dans la narration de faire un rappel de l'intrigue principale pour assurer que l'auditoire s'en souvienne. Sauf que là, c'est sur des points du livre, et donc ça m'a un peu dérangé dans la structure du bouquin. Tant que j'y suis, j'enchaîne sur d'autres points négatifs. Il y a des sections, des paragraphes, des thématiques où j'ai trouvé l'analyse qui était quand même un peu légère. Typiquement la gestion du stress et de l'hypervigilance qui sont liées à la société, etc. J'ai trouvé ça assez léger et ça aurait pu être quand même un peu plus étoffé. Alors, on peut pas tout dire dans ce genre de bouquin et c'est pas forcément l'objectif, mais ça m'a quand même un peu manqué sur certains sujets.
Ensuite, autre point négatif, c'est les QR codes. Il y a un nombre de notes de bas de page assez important, et ça c'est super. Et le problème, c'est que toutes les notes de bas de page, c'est des QR codes. Normalement, quand on lit, on n'a pas le téléphone en main en même temps, donc foutre tous les liens ou les ressources pour approfondir en QR code, moi ça me gonfle. Ça je veux pas, et en plus ça pose aussi une question de la continuité du maintien actif de ces liens. Bref, les QR codes, on évite, c'est chiant. Le dernier point, pour moi, qui est vraiment un point négatif, c'est le prix. 18,95 €, quasiment 20 € pour ce bouquin. Je trouve ça très cher. Je sais que c'est un grand format. Moi, je l'ai lu en grand format à l'heure où je vous parle. Le bouquin n'est pas sorti en édition poche. Personnellement, j'avais déjà acheté des bouquins de Fabien Olicard en grand format. Les prix étaient à peu près équivalents, je crois. Mais là, je sais pas pourquoi. Ça m'a particulièrement dérangé, plus que les autres fois. Et c'est peut-être parce que c'est justement un sujet très important, très fondamental. Donc, dans mon idée, ça aurait pu être un peu plus accessible. Si vous voulez vous le procurer, mais que vous pouvez attendre un petit peu, autant attendre d'avoir la version poche ou de le prendre en seconde main. Et pour conclure, je vais vous parler de mon propre sommeil et du comparatif avec le livre que nous avions analysé avec Gaëtan dans notre premier épisode, Pourquoi nous dormons. Si vous avez déjà lu Pourquoi nous dormons ou si vous souhaitez le lire, vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de lire un bouquin comme celui de Fabien Olicard et qu'est-ce que vous y trouveriez comme autre information. Je dirais que le bouquin de Fabien Olicard, c'est un manuel, c'est un véritable manuel du bien dormir, et vous l'avez vu dans l'épisode, c'est très orienté sur la pratique du sommeil, sur le comment, sur le quoi faire. À l'inverse, le livre de Matt Walker, c'est dans le titre, c'est le pourquoi, pourquoi nous dormons. Le livre de Matt Walker, il est beaucoup plus étoffé sur le caractère scientifique, sur l'histoire du sommeil, sur les expériences qui sont menées, son apport au quotidien et donc sur ce à quoi il sert. Vous retrouvez aussi un peu ça dans le livre de Fabien Licard, et d'ailleurs il cite une fois Matthew Walker, mais c'est à des niveaux bien moins approfondis et c'est vraiment les infos socles dont vous avez besoin pour comprendre, c'est vraiment les bases. A l'inverse, Pourquoi nous dormons, bien que ce soit parsemé tout au long du livre, c'est beaucoup moins un bouquin pratique sur l'optimisation du sommeil au quotidien. Je sais qu'il y a une liste de recos un peu récapitulative à la fin du livre, mais tout au long du livre, c'est surtout les facteurs qui sont abordés sans pour autant donner spécifiquement des pistes d'optimisation. Pour le dire un peu autrement, si vous lisez les deux, commencez plutôt par le livre de Fabien Olicard, qui vous donnera tous les fondamentaux, les astuces de premier niveau, les optimisations, toutes les clés, et continuez par le livre de Matt Walker, qui poussera plus loin votre connaissance, qui vous donnera une vue d'ensemble et plus complète du sommeil en général. Personnellement, j'ai commencé avec le livre de Matt Walker tout simplement parce qu'il est sorti en premier. Et à l'époque où on vous a fait l'épisode à deux voix avec Gaëtan, je m'entraînais le matin très tôt, avant le travail, et je dormais grosso modo 5 heures à 5h30 par nuit. Je m'entraîne toujours le matin, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que j'ai quand même pas mal augmenté mes heures de sommeil. Je vous parlais déjà de l'effort que je faisais à l'époque en ce sens dans l'épisode, et maintenant je suis plutôt, je dirais, aux alentours de 7 heures par nuit. Il existe encore des nuits où ça peut descendre jusqu'à 6h30, mais c'est le grand minimum du minimum, et je me débrouille pour que ce soit le moins souvent possible, donc en moyenne on est plutôt aux alentours de 7 heures, ce qui est plutôt pas mal. Durant l'épisode, je vous ai parlé de la grasse matinée, et je dois vous dire que moi-même j'en suis un fervent adepte, car j'ai encore un peu trop souvent cette habitude de décaler mon horaire de coucher quand j'ai un peu plus de temps le lendemain. Alors je savais qu'il y avait un effet bien sûr, mais en lisant le livre, l'image du jet lag, je l'ai trouvée particulièrement pertinente et on se rend compte que c'est peut-être pas la chose à faire, donc on va essayer d'être un petit peu plus raisonnable là-dessus. Il y a par contre un truc que j'ai quand même conservé quand je compare à l'époque du premier épisode, c'est la sieste stratégique. J'en ai pas trop parlé d'ailleurs durant ce podcast-là, mais personnellement, il m'arrive régulièrement de faire des siestes, 20 minutes, top chrono, pour pas rentrer dans un cycle du sommeil complet, ou alors moins de temps, 10 minutes, et plutôt sous la forme de ce qu'on appelle le non-sleep deep rest. En français, on dirait le repos profond sans sommeil, que j'ai découvert avec le podcast de Andrew Huberman, donc le Huberman Lab, même si moi, dans 100% des cas, je m'endors. Donc c'est peut-être pas plus mal parce que ça montre que j'en ai besoin, mais c'est plutôt du sleep deep rest que du non-sleep deep rest pour ma part. Tout de même, il faut réaliser que l'être humain, c'est la seule espèce qui néglige un besoin aussi fondamental que le sommeil,
Et ça pour privilégier des activités diverses qui n'ont pas tant d'intérêt autre qu'un intérêt en réalité plutôt ponctuel. Et si on arrivait à se projeter un petit peu, même sur le moment où vous avez l'impression de profiter, le fait de négliger votre sommeil, c'est en fait se priver de pouvoir profiter de ces autres activités justement plus longuement tout au long de votre vie, parce que ça affecte votre santé dans son ensemble et ça affecte votre longévité. Croyez-moi, vraiment, scroller encore 20 minutes pour une vidéo dont vous n'aurez aucun souvenir demain, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Dans cet épisode, vous avez des dizaines d'astuces et de paramètres à ajuster pour aller vers un meilleur sommeil. Donnez-vous le temps de les essayer, parce que même si vous êtes persuadé de déjà les connaître ou de croire que ce sont juste de solutions hyper simples, c'est ce qu'on appelle un biais. C'est le biais de connaissance rétroactive. Ne vous laissez pas avoir, essayez de mettre en place certaines de ces pistes, de certaines de ces solutions, testez-les pendant quelques semaines et voyez si ça fonctionne et voyez quelles sont les améliorations. Le but, c'est d'aller vers une amélioration progressive et à terme de pouvoir dormir plus sereinement et ainsi retrouver votre vitalité, votre énergie, votre joie de vivre. Car bien dormir, c'est possible, même pour vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite évidemment une très belle nuit. C'était Jules. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.